voulons pas de mal à notre planète. Salut les terriens! Salut les terriens! Bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. 4 terriens de choix avec nous ce soir. Léa Salamé. Léa Salamé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste sur iTélé et vous êtes devenue instantanément célèbre pour avoir dit à l'antenne, en croyant que votre micro était coupé, j'ai fait péter le décolleté. Remarquez pour une fois qu'une journaliste révélait le secret de fabrication de son journal. José Bové. José Bové, mais si, José Bové. J'en vois pas. Le mec qui faisait du tracteur et de la prison, José Bové. Vous vous rappelez pas? José Bové. Dominique Besnéard. Bonsoir. Bonsoir. Oh, oh, oh. C'est super ici, non? C'est super. Et Thomas Dutronc. Thomas, bonsoir. Ça va, c'est super. Alors, Thomas, vous avez donné une série de concerts à la Nouvelle Ève et vous reprenez le costume du soldat rose qui était porté par Mathieu Chédid. Vous allez nager dedans, non? En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre terrien du samedi 20h ce soir, Myriam Rayem, dont la petite fille a été emmenée de force en Syrie par son ex-mari devenu djihadiste. Nous sommes ensemble sur Terre jusqu'à 20h25 avec les Gréments de Fortune. Dominique Besnéard, mesdames, messieurs. L'une des figures incontournables du cinéma français. Vous avez tellement l'habitude du Festival de Cannes que vous montez les marches en moonwalk. Alors justement, Dominique Besnéard, vous êtes ici ce soir dans le cadre des festivités officielles organisées pour votre 60e anniversaire. Il faut dire que 2014 est marqué à la fois par les 100 ans de la déclaration de la guerre de 14, les 70 ans du débarquement des Alliés en Normandie et les 60 ans du débarquement de Dominique Besnéard en Normandie aussi, d'ailleurs. Alors, les cérémonies ont commencé début février avec une grande fête donnée au théâtre du Rond-Point en présence du tout Paris. Sylvie Vartan a chanté Happy Birthday. Oui. C'est bien, c'est votre Marilyn à vous, d'une certaine façon. Ouais, c'est la première femme que j'ai aimée. Et voilà. C'est vrai que Bertrand Delanoë a jailli nu d'un gâteau. Non, mais il est venu. Moi, Ouais. je l'aime beaucoup, Bertrand. Vous savez, il faut quand même vous méfier de tous ces gens qui vous disent qu'ils vous aiment, parce que c'est tous des comédiens, quand même. Non, mais les comédiens sont beaucoup plus sincères que les politiques. Ça, c'est sûr. Ça, je On peux va en vous le parler. dire. Alors, toujours dans le cadre des cérémonies du 60e anniversaire, il y a la diffusion d'un documentaire très hagiographique sur Paris Première, qui s'appelle Dominique Besnéard, Une vie en cinémascope, et un livre biographique intitulé Casino d'hiver chez Plomb, c'est l'année Besnéard en France. Là, je suis sûr que vous avez envie de dire merci à tous. Non? Non? Mais je me suis entraîné avant de venir. Merci à tous. Bravo! Oh là là! On a trouvé d'autres vannes. C'est comme si Luc Ferry se faisait couper les cheveux, je ne saurais plus quoi lui dire. Non, mais moi, je vais vous c'est dire, ça. moi, ça n'a jamais été un problème, mon Non. cheveu sur la langue. Franchement, ça ne m'atteint pas du tout. Alors, le livre, c'est Casino d'hiver, qui est publié chez Plomb. Alors, de Houlgat à Ségolène Royal, vous racontez absolument tout. Ce que je dois dire, avant de commencer, c'est que ce n'est pas juste un livre de mémoire, comme on en voit beaucoup, c'est-à-dire le mec qui prend un mec pour lui écrire sa vie. Là, il y a quelque chose de très profond, de très touchant, de très sincère, et ça m'a beaucoup plu. Vous racontez que pour vos 10 ans, vous allez voir Sylvie Vartan à l'Olympia et que vous partez avant les Beatles. Quel flair, Dominique! Mais il y avait Trini Lopez aussi. Ifaya de Hammer. Voilà. Pete Seeger. Et Pete donc, Seeger, bravo!
Ah non, mais ça c'est bien. Il parle Cigare. anglais couramment, tout ça. Ouais. Et donc, il y avait plein. Il y avait Pierre Vassiliou, j'ai encore le programme. Et puis ma marraine, qui parlait pas du tout anglais, me dit « Est-ce que tu veux résister pour les biathleux ?» Je m'en fiche. En plus, il n'est pas très connu encore. Non, quoi, mais qu'on j'étais dise. pas du tout connu, Voilà. pas du tout, bah, bien sûr, oui. Alors, dans ce livre, Dominique, vous racontez une expérience extrêmement importante pour vous. C'est la première fois avec un garçon. Oui. Enfin. Oh, j'ai pas vraiment souffert, mais... Ils arrivent Non. chez lui, le mec, lui, bon, vous vous déshabillez, et sauf que, en fait, il avait un autre amant. Ouais. Donc, il n'a même pas passé la nuit avec vous. Oui, mais il était tellement beau que oui. voilà. Dans les années 60, ayant une sensibilité différente, il fallait le garder pour soi. Enfin, même bien que mes parents Ouais. étaient super. Oui. Mais j'allais pas dire. Puis moi, je pensais que c'était une période, que ça allait changer. Et puis, ça n'a jamais changé vraiment. Et quand je suis arrivé à Paris, ben oui, ça a été la libération, parce qu'en même temps, je suis tombé sur une personne bien et j'ai jamais eu de complexe de ça, j'ai jamais été insulté. Ouais. En fin de compte, la seule fois que j'ai été insulté, c'est grâce à M. Copé. Un jour, dans le métro, au moment des manifestations du mariage pour tous, il y a un mec qui était à côté de moi qui m'a dit « sale pédé ». Ouais. Je suis arrivé en 73 à Paris, c'était en 2013. Ouais. Et bien voilà. Pourquoi à cause de Copé? Ouais. Donc je dis ça peut être toute cette bande-là, mais parce qu'on a fait un dîner un jour, où, on peut le dire, où il a dit qu'il était pour le mariage pour tous. Et alors, quelques temps après, 2 ans après, il a dit tout le contraire. Et il a même été arrogant. Donc c'est pour ça. Donc il a fallu tant d'années pour se faire insulter. Alors, vous racontez dans ce livre le cinéma français. Alors là, ce serait trop long de tout évoquer, mais enfin, on voit la place que vous avez occupée dans la découverte de toutes ces actrices. Non, ben c'est vrai, j'ai eu en fin de compte, j'ai eu de la chance. C'est pour ça que j'avais envie de faire ce livre. Permettre de se dire qu'on peut se battre, on peut y arriver. C'était une autre époque. Je pense qu'un môme qui vient d'Oulgat maintenant et qui veut faire du cinéma, je pense que c'est malheureusement plus compliqué. Donc voilà, j'avais envie de faire ce livre. Et comme moi j'écris, mais quand même pas génialement, il faut bien le dire, j'ai eu Jean-Pierre Lavoignien, je tiens vraiment à le dire. Et donc on a fait 50 heures d'interview. Il a écrit et ensuite on s'est mis un peu à la table, mais j'avais pas grand-chose à changer. Ouais. Alors évidemment, vous parlez de Ségolène. Vous dites « Ségolène, j'ai cru que c'était la plus belle rencontre de ma vie et finalement, cela a été l'une de mes plus grandes blessures. » Ouais. Je pense que chez les politiques, il y a à un moment donné un handicap humain qu'ils ont. Et ça, c'est même pas elles seulement. Ils ont ce problème de ne pas regarder les gens dans les yeux, d'être là mais de penser à autre chose, de pouvoir se rencontrer quand ils se détestent et déjeuner ensemble. Moi, les gens que je déteste, je les rencontre mal. Mais c'est vrai que ça a été une déception parce que j'avais l'impression de lui avoir apporté quand même pas mal de choses. Mais bon, c'est la façon dont ça s'est passé qui a été très violent. Vous étiez quand même amoureux. Oui, j'étais amoureux. Quand vous lui passez la crème solaire dans le dos à Mougin, il y a un désir, quoi. Il y a quelque chose, quoi. Enfin, c'était pas tous Baba, les baba, jours. baba. Il y a quand même quelque chose, quoi. Ouais, mais c'est parce que... c'est- Non, mais j'étais amoureux d'elle, je le dis. C'est une belle histoire. Vous vous en êtes aperçu comment vous étiez amoureux d'elle? Vous pensiez tout le temps à elle? Oh, pas tout le temps à elle, mais je pensais beaucoup à elle. J'avais envie qu'elle soit la meilleure. Et vous aviez envie de faire l'amour avec elle? Non, faut pas exagérer non plus. Alors le problème, c'est que tout ça va se terminer très mal. Elle vous vire, elle vous renie, elle vous accuse d'avoir utilisé son nom et elle vous traite de parasite quand même. Quelle violence, non? Bah, je pense qu'il y a qu'elle qui a pensé ça, franchement. Ouais. Et ça m'a même pas atteint, c'était tellement... c'est même pas elle qui a peut-être écrit ce livre. Ouais, Elle avait un nègre, à mon avis. dans sa vie. Ah non, je sais pas. Alors, quand vous rencontrez Nicolas Sarkozy, il vous dit, en fait, vous auriez mieux fait de tomber amoureux de moi, Dominique. Non, mais c'est vrai, Il c'est vrai, ne c'est l'a pas pas vrai. dit comme ça, mais il a été... Oui. Je ne le connaissais pas, et un jour, je suis allé à une remise de Légion d'honneur de Muriel Robin, et il me dit, mais comment se fait-il que vous avez du nez? Comment se fait-il que vous n'avez pas compris que... C'est vrai Et que moi- Ségolène Royal, après les Beatles, c'est quand même... Oui, mais enfin, il y a d'autres choses plus importantes. Oui, quand mon même. chéri, Bon. oui. Et donc, il m'a dit, mais qu'est-ce que vous lui avez trouvé? Et j'ai pris un long temps, je l'aimais, voilà. En tous les cas, si elle avait été élue président de la République, vous seriez ministre de la Défense aujourd'hui. quand même. Ah ben si. Ah ben si.
Non, je sais pas, de toute façon, j'ai absolument pas envie d'être ministre, à ce niveau-là, je préfère rester dans l'ombre. Hein. Il y en a un autre aussi avec qui vous avez eu du flair, c'est François Hollande. J'ai la chance de le connaître personnellement et c'est un homme bien, un homme bon, un homme droit, pas seulement un politique, c'est quelqu'un qui vous regarde dans les yeux quand il parle. J'ai l'impression aussi que cet homme, c'est quelquefois comme quand on a des responsabilités, ben, on devient plus beau, plus virulent, plus passionnant. Voilà. Donc, alors, vous voulez vous excuser tout de suite ou... Non, mais les deux témoignages qui resteront, c'est celui de Julie Gaillet et le mien. Alors. Oui. C'était à la même jour. Et Léa Salamé, rebonsoir. Alors Léa, vous êtes journaliste sur iTélé. Présentez plein de trucs, mais entre autres, les émissions On ne va pas se mentir et Ça se dispute, qui sont des gros succès de la chaîne. Et puis un jour... Non. Eh oui. Un jour, c'est le drame. Vous croyez votre micro coupé, vous dites à l'antenne, j'ai fait péter le décolleté. Terrible. Ah non, mais c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Et on a la preuve en image en plus. Non. Ah oui. Évidemment, la Syrie, une nouvelle fois ce soir, à la une de l'actualité. Enfin, j'ai fait péter le décolleté. Oh, je crois qu'on vous entend, chère Léa. Laissez les inspecteurs terminer leur travail, c'est ce qu'exhorte ce soir Ban Ki-moon. Voilà, alors, J'ai C'est- honte, j'ai affreusement mais il ne faut honte. pas avoir honte. On Mais dirait le si. titre d'une chanson de Patrick Sébastien. Vous savez qu'on m'a conseillé de déposer la marque. mais Oui, bah oui. J'ai trop honte. Non, mais c'est c'est pas possible. grave. Non, c'est pas grave, mais c'est heureusement que le ridicule ne tue pas. Vous êtes sûr là de faire tous les bêtisiers pendant au moins 15 ans, hein, c'est Ah, sûr. vous pensez? Ah ouais. Alors, quand vous réalisez que vous êtes à l'antenne, évidemment, vous hurlez. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Là, je prie. Je prie pour que ça passe. Jésus, Marie, Joseph. Non, j'ai dit, parce que ça arrive, vous connaissez le direct. Ouais. On se dit, voilà, ça va passer, il y a 3 personnes qui l'ont remarqué, je vais avoir 3 tweets et demi, et puis voilà. Et le truc monte. Je vois sur Twitter, je vois le truc qui prend une ampleur incroyable, et je vais me coucher et je prie que c'est fini. Et le lendemain matin, je cherche mon portable comme ça, je regarde mon portable, j'ai des textos, des messages, c'était sur Morandini, sur tous les sites, tous les machins. Et j'ai vraiment découvert, ça va faire 10 ans, 8 ans que je fais ce métier, j'ai découvert ce que c'était qu'un buzz, Ouais. ou vraiment sur une connerie, c'est vraiment une connerie. Ceci étant, maintenant, tout le monde vous connaît. Alors, est-ce que ça a fait plus de bien ou plus de mal, cette histoire? Je sais pas, à votre avis? C'est pas grave. Vous savez, on est toujours résumé à une phrase. De Gaulle, c'était « je vous ai compris ». Ah. Hollande, c'était « moi, président ». Moi, c'est sucer, c'est tromper. Et vous, ça sera « j'ai fait péter le décolleté ». Qu'est-ce que t'en penses? Pas grave. Et votre père a réagi comment, alors? Joker. Non, parce que votre père était ministre de la Culture du Liban, quand même. C'est pas n'importe qui, quand il a dû entendre sa fille dire ça. Ça l'a fait sourire. Alors, vous êtes nos limites, quand même, non? Si. Ah si, vous avez un Beaucoup de ton, limites. moi, c'est ce que j'aime bien. Vous ne serez pas étonné que je vous fasse une interview à la limite. Alors, à la limite, pour quel homme de droite pourriez-vous voter? François Hollande. À la limite, quelle est la promesse que ne tiendra pas François Hollande, qui n'est pas grave? Il a beaucoup promis quand même. Ouais, hein. ouais. Valérie Trierweiler est la femme de ma vie. Oui. À la limite, qu'est-ce qui vous ferait plaisir si vous étiez viré de la télé? Qu'on arrête de me parler de mon décolleté. Bah. À la limite, que pourriez-vous envier à Laurence Ferrari? Audrey Pulvar. À la limite, avec quelle femme pourriez-vous coucher? Pourquoi à la limite hein? Non, je rigole. À la limite, quel élément du bilan de Sarkozy pourriez-vous défendre? La diversité. Je trouve qu'il a fait beaucoup plus pour la diversité que François Hollande. À la limite, quel membre du FN trouvez-vous supportable? Alain Delon. Ah, bien. Bravo. Alors, Thomas Dutronc, rebonsoir. Vous êtes musicien, compositeur, chanteur. Vous êtes la révélation de ces dernières années. Et en même temps, votre maman, Françoise Hardy, n'a jamais été étonnée de votre parcours normal. Vous aviez Saturne en vierge et vous étiez 3e décan.
C'est bien, on vieillit pas, comme on me parle toujours de mes parents, du coup, c'est génial. Je me sens toujours, Tu es toujours un enfant, bah, bien j'ai une âme entendu. d'enfant. Donc elle le savait. Comment va-t-elle? Est-ce que, comme tous les garçons et les filles de son âge, elle regarde des chiffres et des lettres avec un plaid sur les genoux? Ah, écoute, Comment elle va? elle rajeunit pas, on va dire, peut-être dans le corps, j'oserais dire, mais dans la tête, elle est toujours aussi jeune, aussi pleine d'enthousiasme et de passion pour la musique. Elle m'a fait flipper une fois, Françoise. Elle est venue dans une émission, et puis on parlait d'âge, et elle m'a dit, il me reste genre 15 ans à voir fleurir les cerisiers. Et d'un seul coup, je me suis dit, putain, c'est vrai. Tu vois? Et c'est Oui, flippant. Non, elle est très bien pour te plomber le moral. Elle m'a plombé le moral. Elle est capricorne, alors si tu veux, elle n'est pas très gaie, quoi. Les capricornes, c'est saturnien, tu vois. Moi, je suis capricorne. J'espère qu'elle regarde, elle suit pas mal ce que je fais, donc elle regarde les émissions et tout ça. François, si tu nous elle me fait- regardes, voilà, elle me et fait elle des- est capricorne, moi je suis capricorne. Vive les capricornes, voilà. Et alors je lui dis à chaque fois, je lui précise, je lui dis, dis-moi les points positifs, les points négatifs, je les sais, j'ai pas besoin que tu m'en remettes Oui, une couche. parce qu'elle est assez... Juste- oui, oui, elle aime bien parler juste des problèmes pour améliorer, ce Oui, qui part oui, d'un bon c'est fond, ça. d'un bon sentiment. Capricorne. Mais... Alors, voilà. vous êtes fils d'eux, double fils d'eux, mais cela vous a jamais posé de problème. Vous dites, tous ces fils d'eux, c'est pénible. Les pires, ce sont les fils d'eux complexés. Il y a quand même des problèmes plus graves que d'avoir des parents qui ont vachement bien réussi. Quand je me suis posé la question qu'est-ce que je vais faire dans la vie, je me suis dit que j'avais pas le droit justement d'avoir des problèmes entre guillemets. Ouais. Je me suis fait un petit peu violent. Dans la famille, on n'est pas du tout piston. C'est-à-dire que j'ai pas du tout été pistonné pour faire, je sais pas, comédien par exemple ou je sais pas quoi. Il fallait vraiment que je trouve, que je me démerde et que je trouve ma voix. C'est comme ça que j'ai trouvé la guitare. Et vous avez trouvé? J'ai quand même demandé des conseils à mon papa parce qu'on en parle. Il m'a dit bah écoute la radio, tu regardes ce qui marche et puis tu fais pareil. C'est ce qui est vrai. C'était un bon conseil. J'ai eu vachement envie de travailler en plus la guitare parce que je me disais si je suis téléporté, on ne sait pas pourquoi, au Japon où personne ne connaît mes parents, j'aurais quelque chose dans les doigts et vous jouez très bien. pas juste un. Alors, vous êtes un fils de atypique, hein. Pas d'arrestation en état d'ivresse, pas de problème avec la J'ai eu de la justice, chance. pas d'overdose, pas de réhab, pas d'aventure avec Jennifer, pas de télé-réalité. Vous êtes sûr qu'ils sont célèbres, vos parents? Ça ne doit pas être simple d'être le fils de Jacques Dutronc. Il paraît qu'il vous a jamais embrassé à cause du cigare dans la bouche. C'est pas vrai. Alors, c'est dur de se faire un nom quand il est déjà célèbre, mais vous y êtes très bien arrivé. Moi, j'aime beaucoup ce que vous faites, vos chansons, votre façon de jouer. Comme un manouche sans guitare, J'adore. comme un château sans la loi. Quand t'es pas là, je suis comme ça, comme un rasta sans pétard, comme un corse sans pétard, une normande sans armoire. Alors, là, est-ce que vous sentez comme un manouche sans guitare ou comme un rasta sans pétard? C'est vous qui avez écrit les paroles? Oui, oui, oui. Parce qu'un manouche sans guitare, un rasta sans pétard, puis après il dit Comme un Corse, voilà, comme un un Corse sans pétard. sans pétard, Voilà. et comme une Normande sans armoire. C'est vachement bien. C'est C'est vachement bien. c'est du Baudelaire. Alors, vous connaissez bien les manouches, hein, vous êtes très impressionné par les guitaristes manouches, ils sont très rapides, hein, ils vous arrivent à vous piquer un portefeuille en 30 secondes. En jouant aux jeux interdits en plus. Joe Privat disait quand les manouches jouent, on entend les portefeuilles voler. Alors Thomas, vous serez en concert à Nouvelle Ève. Alors, j'adore la Nouvelle Ève. On va y aller, hein. Bah On va y aller tous les deux. Et après, on dînera. C'est comme ça, on fera Tous les créer deux. une rumeur. Voilà. Alors, c'est du 10 au 26 mars à la Nouvelle Ève, avec beaucoup de nouvelles chansons que vous allez mettre dans votre album, quoi. Ben voilà, l'album n'est pas encore fait. Bon, on va le faire. Mais là, l'idée, c'était de faire une mini-tournée très acoustique où on puisse, où la mise en scène ne soit pas figée, que chaque soir, on change des choses, on invente des choses, que ce soit un petit peu le foutoir, le bordel, et voilà, un truc acoustique où on teste les chansons avec les gens. Je sais pas, on va les faire voter. Peut-être vous l'avez aimé, on vous la refait. Je sais pas. Ouais. Et alors, vous remplacez Mathieu Chédid dans Le Soldat Rose 2, donc, qui a été écrit par Francis Cabrel. Et le DVD sort au printemps. On regarde à quoi ça ressemble. De quoi j'ai l'air en militaire comme il y en a 1000 exemplaires. Moi qui aurais du mal à faire mal au plus minimal animal, mal à faire mal au plus minimal animal sur terre. De quoi j'ai l'air de pas grand chose, j'ai le blues du rose. Hey, ah, il assure, Francis. Il assure, hein, putain.
Ce qui est marrant, c'est qu'il écrit son album depuis, je sais pas, ça fait 2 ans qu'il est sur son album. Et là, en fait, il a répondu au départ, non, je vais pas pouvoir travailler pour le Soldat Rose, que les textes étaient déjà faits, du même auteur que le 1, Pierre-Dominique Burgot. Et puis, il disait, non, je vais pas... Ben, envoyez-moi quand même la musique. 3 jours après, il en envoie une. Et en fait, tous les 3 jours, il envoyait une musique incroyable. Il a été motivé par les textes qui ont beaucoup de rythme, beaucoup de poésie. Donc, dans le titre qu'on a écouté, je sais pas si on s'en rend compte, mais il y a tout un univers pour les enfants qui est magnifique, mais qui, pour une fois, c'est un peu comme le Soldat Rose 1 ou Émilie Joly, c'est des disques que les enfants adorent, écoutent en boucle, mais qui font plaisir aux parents aussi, qui ne sont pas des trucs insupportables à écouter. C'est rempli de poésie, voilà, j'en fais. Je ne me permettrai pas de parler de moi en de si bons termes, mais là, il est bien. Je veux dire... Hein, parce que je suis pour... il est parfait. J'y suis pour rien et... Ouais. Alors vous travaillez comme un malade, votre père va vous déshériter, faites gaffe. Hein. Ouais. Oui, il va me demander des sous. Hein mais... Alors heureusement, il y a la Corse. Hein. Vous dites, en parlant des Corses, j'aime leur côté insoumis, leur générosité, leur chaleur humaine. Vous êtes obligé de dire ça pour pas qu'on fasse exploser votre maison, c'est ça? Non, mais c'est mon 2e pays, quoi. C'est marrant. Hein. Ah ouais, vraiment, j'y vais depuis toujours. Ouais. Et j'adore là-bas. Ça me vous manque, avez votre j'y vais maison, pas assez, là. maintenant, ça y est, vous avez maison à vous et mais tout. Oui, là, ouais. Vous dites en Corse, je passe de longs moments à caresser un tronc d'arbre ou une pierre, juste pour éveiller mes sens. Est-ce que ça va aller plus loin avec le tronc d'arbre? Ouais. Ça, c'est quand on fumait de l'herbe à 18 ans, quand on regardait les étoiles. Ah d'accord. José Bové, rebonsoir. Alors José, on ne te voit plus aux soirées, t'étais où? On ne voit plus aux soirées. Ça fait une paye qu'on ne s'est pas vu, non? C'est parce que tu vas pas en boîte à Bruxelles. Ah non, ça c'est sûr. pour ça. Alors je rappelle que José Bové était la star des années 2000, il démontait les McDo, il arrachait du maïs transgénique, il était candidat à la présidentielle en 2007, et puis il est parti à Bruxelles, et là on a cessé de se voir aussi souvent. Il paraît qu'un soir on vous a vu manger un McDo tout seul sur la Grande Place à Bruxelles. Vous avez été casté pour L'amour est dans le pré, non? Non, j'ai eu d'autres propositions. Mais... Ah ouais, il y a une rumeur qui a couru à un moment. Vous vouliez reformer les Village People. Alors c'est vrai qu'à Bruxelles, ils ont voulu vous couper les moustaches aux normes européennes, non? Le Parlement européen, c'est le seul endroit où on peut être comme on veut. Il n'y a pas de dress code, il paraît. Pas de dress code. Ouais. C'est pas comme à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Alors, vous allez être tête de liste aux européennes? Bové is back. Alors, c'est vrai que ça va pas fort, les écolos, en ce moment. Hein. La planète est en train de mourir, vous faites 2%. Même les animaux veulent plus voter pour vous. Non, mais sérieux, ça devrait marcher, quand même, l'écologie, là, non? Moi, j'attends de voir ce qui va se passer dans 3 mois. Ah ouais? La dernière fois, on nous avait dit, c'est foutu, Daniel Cohn-Bendit, c'est la dernière campagne, il est trop vieux, jamais ça marchera. Et on a fait un résultat qui était quand même pas mal. Quoi. Très bon, ouais. 16 et quelques, bon. Ouais. C'était pas si mal. Ouais. Donc, moi, on est à peu près placé au même niveau actuellement. On verra bien si on est capable de faire voter les gens, parce que la principale chose, c'est que les gens aillent voter aux européennes. Et que ça ne soit pas capté, que ce vote des européennes ne soit pas capté par un certain nombre de gens complètement nauséabonds qui veulent le repli, le refermement et qui veulent exclure les autres. Et je crois que c'est ça, c'est le premier enjeu. Et ça, tout le monde doit être dans cette bataille-là. Vous y croyez à l'Europe, vous? Je pense que c'est la seule solution aujourd'hui pour faire face aux crises. C'est-à-dire, chaque pays tout seul ne sera rien. À 500 millions, on pèse sur le réchauffement climatique. Face à la mondialisation, face aux multinationales, on est capable. Et pour créer de l'emploi, c'est que si on est capable de le faire au niveau européen. Et Hollande, il fait rien pour l'écologie. Il n'est pas très écolo, hein. À part acheter du gel ou Ushuaïa, il fait rien. C'est vrai. Non mais... Non, je crois qu'il y a un vrai problème avec la gauche, en général. C'est qu'elle est restée quand même très productiviste et elle a du mal à passer au XXIe siècle. Les énergies renouvelables, essayer de construire des alternatives à la vieille industrie. En France, le logiciel est bloqué. Les Allemands l'ont compris. Les Danois l'ont compris. Énormément de pays sont arrivés à reconvertir leur industrie avec l'écologie. En France, il y a un blocage. Alors, en tant qu'apôtre de la décroissance, ça doit vous faire plaisir, la politique économique de François Hollande? Le problème, c'est que c'est ni de la croissance, ni de la décroissance. On pourrait avoir de la croissance
Je veux La dire, par croissance exemple, verte. des énergies renouvelables. Ouais. Et puis la décroissance du gaspillage énergétique, Ouais. ça serait possible. Ouais. Mais c'est rien. On pourrait changer le logiciel sur l'automobile, sur les transports. Le problème, c'est qu'il n'y a pas, on ne sent pas de volonté politique à ce niveau-là. Alors ça veut dire qu'il faut aussi que les entreprises jouent le jeu, que le MEDEF accepte aussi de rentrer et qu'ils ne restent pas bloqués, eux aussi, dans le vieux logiciel. Il y a plein de chansons sur vous, hein. C'est dingue, hein. Vous êtes un sujet de chanson, finalement. Bah sûrement, ça doit être ça. C'est gai. Bah c'est agréable en tout cas. C'est très agréable. Alors, José, l'Europe vous a inspiré un livre, Hold Up à Bruxelles, les lobbies au cœur de l'Europe, coécrit avec Gilles Luneau et publié à La Découverte. Ça sera le thème de notre débat de ce soir. Et c'est Éric Brunet qui anime Carrément Brunet sur RMC, que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Ce soir, nous poserons la question, Europe, y a-t-il une dictature des lobbies ? Bruxelles, c'est le centre névralgique de l'Europe. Chaque année, environ 2500 directives et règlements décidés à Bruxelles s'appliquent dans 28 pays, ce qui représente un marché de 500 millions de consommateurs. Du coup, les banques, les multinationales, les industriels, bref, les puissances de l'argent sont prêtes à tout pour essayer d'influencer les institutions européennes. Résultat, à Bruxelles, 25 000 personnes travaillent pour des lobbies, tandis que 25 000 fonctionnaires sont employés par la Commission européenne. Comme si derrière chaque fonctionnaire, il y avait un lobby qui, dans l'ombre, tente de tirer les ficelles. Le nerf de la guerre, c'est bien sûr le fric. En 2011, le Sunday Times a piégé 60 députés européens en se faisant passer pour une grande entreprise prête à claquer 100 000 € pour acheter leur vote. Résultat, une quinzaine de députés n'ont pas été insensibles à cette proposition. En étudiant les amendements déposés au Parlement européen, des journalistes ont d'ailleurs découvert qu'il s'agissait parfois d'un simple copier-coller de textes rédigés par des lobbies. Amazon, Microsoft, la Fédération européenne des banques ou encore la Chambre américaine de commerce ont ainsi fait adopter des dizaines d'amendements. Une autre technique consiste à débaucher des fonctionnaires européens pour utiliser leurs connaissances des dossiers et leur carnet d'adresses. Exemple, sur les 13 commissaires européens qui ont quitté leur poste en 2011, 5 d'entre eux ont immédiatement été embauchés à prix d'or par des lobbies. N'étant soumis à aucune obligation de transparence, les lobbies avancent masqués. Exemple, une ONG censée militer pour la protection de la vie privée des internautes s'est révélée en réalité être financée par Yahoo, Google et Facebook. Aux dernières élections européennes, moins de 50% des Français sont allés voter, comme si l'Europe ne les intéressait pas vraiment. Bonne nouvelle pour les lobbies. Tant que les gens ne s'intéressent pas à ce qui se passe à Bruxelles, les voilà tranquilles pour tirer les ficelles dans l'ombre. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grab, bravo. Éric Brunet, bonsoir. Vous animez Carrément Brunet sur RMC, direct de droite sur BFM, et vous écrivez actuellement, avec Alexandra Claire, une série sur les lobbyistes, intitulée Influence. Bienvenue parmi nous. Alors, les lobbies au cœur de l'Europe, hold up à Bruxelles. On nous cache tout, on ne dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. Alors, la définition d'un lobbyiste, c'est un groupe de pression qui tente d'influencer les députés. C'est ça. Il y a toutes sortes de lobbies. Alors, qui sont ces lobbyistes? Il y a d'abord les entreprises, ça c'est simple, qui envoient des bonhommes, qui vont voir les députés ou qui vont à la commission. Ça c'est assez simple. Là, normalement, il y a un registre, mais ce registre n'est pas obligatoire. Ah ouais. Donc une grande partie des lobbyistes ne sont pas inscrits dessus. Monsanto, au hasard, n'est pas inscrit dans le document des lobbyistes, dans le registre. Deuxième chose, il n'y a pas de compte-rendu forcément obligatoire des rencontres avec les lobbyistes, donc on ne sait pas comment ça se passe. Il y a une règle, normalement, qui a été mise en place par l'Organisation mondiale de la santé, qui dit, chaque fois qu'un élu ou un responsable politique rencontre l'industrie du tabac, il doit le mettre en compte-rendu et dire ce qui s'est rencontré. Il n'y a aucune règle, jamais Les qui n'est mecs, appliquée là-dessus. en fait, tout le monde habite à Bruxelles. Le soir, ils bouffent ensemble dans des restos, ils vont dans les boîtes Mais de ça, nuit c'est à la ensemble. limite le plus simple. Ça s'écrit pas, ça, oui. Non, mais Ouais. même ça devrait être écrit quand on rencontre l'industrie du Ouais. tabac. Aujourd'hui, c'est l'industrie qui est la plus en lien avec les mafias du monde entier, avec le cartel de Medellín, avec l'ensemble des crapules. Alors, ce qu'il faut dire, effectivement, c'est qu'à Bruxelles,
c'est la deuxième ville du lobbying après Washington. Il y a 15 000 lobbyistes pour 766 députés. Ça fait 20 lobbyistes par élu. Alors, Éric, qui sont ces lobbyistes? Ah ben, il y a tout. Il y a des anciens journalistes, des anciens ministres, des anciens députés. Mais pour moi, c'est des gens vertueux. Je pense même que s'il n'y avait pas eu les lobbyistes à Paris, en France en particulier, il n'y aurait plus d'économie, il n'y aurait plus une entreprise. Les 577 députés que nous avons aujourd'hui, ce sont pour la grande majorité des anciens agents publics, des fonctionnaires, des profs, etc. Ouais. Ils connaissent rien à la réglementation thermique, ils connaissent rien à des tas de sujets extrêmement précis. Que viennent faire les lobbyistes? Ils essaient d'avoir des amendements. C'est vrai, ils viennent vendre un peu leur soupe, c'est vrai. Hein. Puis après, le député écoute le lobbyiste de la partie adverse et après, il statue un peu comme un magistrat qui aurait entendu tel avocat et donc, tel avocat. Donc, ce que vous dites, vous, c'est que les lobbyistes, en fait, ils aident les parlementaires qui ne peuvent pas tout connaître. Et qui connaissent pas grand-chose, pardon. Et il y a même énormément de parlementaires qui sont des crétins, il faut le dire, il faut être honnête, qui sont totalement pas expérimentés sur la plupart des sujets. Voilà, d'ailleurs, c'est très compliqué aujourd'hui de connaître la législation française, d'être à la fois bon dans les domaines de la fiscalité, de la réglementation. Donc, parfois, eh bien, c'est très nourrissant pour ces gens-là, parce qu'un lobbyiste, c'est quelqu'un qui fait aussi un peu quelque part de la formation permanente. Il y a probablement des lobbyistes véreux, j'entends bien, mais il y a des vrais cabinets de lobbying dont c'est le métier. Je vais vous donner un exemple très précis. Il y a quelques mois, on décide d'une loi qui va alléger la fiscalité sur les Français qui font des travaux chez eux. Bon, alors dans les travaux, il y a la laine de verre et le double vitrage. Bon, alors ça avantage l'entreprise A, un géant français. Voilà. Et puis il y a l'entreprise B qui dit attendez, pardon, moi je fais des dispositifs quand vous rentrez chez vous qui baissent automatiquement le chauffage. Vous savez, la domotique, un peu d'électronique. Il dit mais moi je voudrais rentrer dans cette loi. Ils ont engagé des lobbyistes qui sont allés déjeuner avec les ministres, les parlementaires, et après des échanges qui ont duré plusieurs semaines, la loi qui permet, n'est-ce pas, d'alléger la fiscalité si vous faites des travaux à la maison, désormais, elle prend aussi en compte les dispositifs électroniques vendus par la société B. Donc pour ça se passe comme ça. Donc bon, contrairement à José Bové, non, vous pensez que c'est positif? Ah oui. Alors, moi, je pense qu'il ne faut pas tout confondre. Un député qui doit faire un rapport, il y a un projet de loi. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. On prend toutes les personnes et on les auditionne pour comprendre les arguments des uns et des autres. Et puis, à partir de là, il y a une discussion en commission et on prend des décisions. C'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est la façon logique de le faire. Et puis, il y a ce qui se passe derrière. Et où là, on fait des pressions, on essaye d'influer, et ça ne se passe pas simplement au niveau du Parlement. De quelle nature, les pressions? Je prends un exemple. Philippe Maurice, pour ne pas la nommer, à travers une filiale, est arrivé quand même à faire virer un commissaire européen en 30 minutes, en lançant une machination comme quoi il avait demandé de l'argent pour changer la directive tabac. C'est quand même une histoire invraisemblable. On est arrivé à prouver au bout de 8 mois que c'était faux, et que l'industriel avait menti à la demande de l'organe de lutte antifraude. C'est-à-dire qu'on est dans des montages aujourd'hui qui sont capables d'être faits par les entreprises, qui ont très bien analysé en disant si on ne veut pas qu'une directive change, il faut faire tomber le commissaire. Et pour vous, ils sont tous escrocs, les lobbyistes? Je ne sais pas ce que j'ai dit. Ouais. Est-ce que j'ai dit ça? Non. Non, mais parce qu'il y a une forme de voile pudique en France où dès qu'on dit le mot lobby, non, ça a un mais je crois que ce qui est important, ce que je veux dire, c'est que c'est un gros mot en France. En Europe, c'est un gros mot. On a l'impression qu'en Europe, il n'y a que des lobbyistes qui... Mais c'est pas un gros mot, lobby. J'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'il y a aujourd'hui des conflits d'intérêts qui mettent en danger la démocratie. On a eu un cas d'un Français qui était un haut fonctionnaire de la Commission européenne. Il a quitté la Commission européenne, il était responsable des affaires légales. Tout le staff juridique. Il a été embauché par un cabinet, très bien, moi ça ne me pose pas de problème, avec comme client Philippe Maurice. Eh bien, avec Philippe Maurice, en tant qu'ancien responsable de la Commission, il est allé négocier et en remerciement, M. Barroso l'a nommé président de la commission de déontologie de la Commission européenne. Ça paraît invraisemblable, mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus global et qui est dangereux, dont je parle aussi dans mon livre. C'est aujourd'hui la façon dont les entreprises sont en train de s'introduire dans les négociations internationales, notamment de marché. L'accord transatlantique. Dans le cadre de l'accord transatlantique. C'est terrible, ça. Sur le commerce. Ils sont en train d'imposer dans le texte qui a été écrit entre la Commission européenne et les États-Unis une ligne qui dit qu'on va mettre en place des tribunaux arbitraux pour dire que quand les intérêts des investisseurs seront remis en cause par la loi d'un pays, les entreprises pourront saisir des tribunaux arbitraux. Ce qui veut dire en clair que quand une loi va aller contre l'intérêt de l'investisseur, ils pourront attaquer. Ça, c'est une forme de lobbying très dangereuse. C'est-à-dire que tout ce qui est normes sociales, normes environnementales, normes sanitaires, risque d'être mis en cause par ces intérêts. Alors,
il y a un dernier problème, c'est le pantouflage. C'est-à-dire, c'est quand même assez incroyable. C'est qu'effectivement, à Bruxelles, vous avez des gens qui sont fonctionnaires, qui sont commissaires, et puis après, ils se retrouvent dans les cabinets de lobbying, donc ils connaissent tout. Ça, c'est pas très honnête non plus, quand même. Mais ça, c'est le système classique. On voit ça, y compris dans les pays. Hein. Il faut se rappeler de Schröder, Premier ministre en Allemagne, chancelier, qui se retrouve ensuite à la tête d'une grande entreprise liée à Gazprom pour faire un grand tuyau. Non, ça veut dire simplement qu'on se sert à un moment du statut qu'on a eu et de son agenda et de, on fait de tout tous les ça. emplois. C'est pour ça que, par exemple, au niveau d'un commissaire, il n'a pas le droit de rentrer dans une affaire privée pendant 18 mois. C'est un temps court pendant lequel il touche plein pot son salaire. Très bien. Simplement, 18 mois est un peu court. Il faudrait qu'on ait quelque chose qui soit beaucoup plus cadré au niveau de la déontologie de ce qui est possible ou pas. Parce que quand on a une responsabilité de ce type-là, eh bien, je ne crois pas qu'on ait le droit de faire n'importe quoi après. Admettez une chose, vous êtes un citoyen en France, pas spécialement fanatique des questions écologiques. Et puis vous entendez le discours dominant sur les gaz de schiste. Voilà, et aujourd'hui, la fracturation hydraulique, c'est dangereux, etc. Mais vous entendez aussi quand dans d'autres pays d'Europe, il y a des gens qui font de la fracturation, ou en tout cas qui vont chercher les gaz de schiste Qui avec d'autres façons. Bon. Et là, c'est très difficile de vous faire un jugement, parce que la position dominante installée en France, c'est que les gaz de schiste, c'est pas bien, à tel point que même quand Montebourg dit il faudrait... Oui. Ça change un peu. Et donc, on a besoin, dans le cadre du débat démocratique, d'entendre les autres qui viennent dire... Moi, je suis d'accord avec le débat démocratique. La question du débat démocratique, c'est, en gros, si on donne 5 minutes à l'un, on donne 5 minutes à l'autre. La réalité, c'est qu'il faut faire attention de quoi on parle. Par exemple, aujourd'hui, on entend Delonge, Montebourg nous raconter des inepties sur le gaz de schiste et sur la fracturation propre. Personne n'est allé voir, et tout ça est repris de manière amplifiée. Comme quand on a dit, il y a eu de la fracturation hydraulique à Lac. Non, il n'y a jamais eu de fracturation hydraulique à Lac. C'est un mensonge. Le gaz de Lac n'a jamais été exploité comme ça. Pareil sur la fracturation. Ça n'existe pas. La seule entreprise qui le fait aux États-Unis, ils se disent peut-être dans 30 ou 40 ans. Vous en discutez avec le patron de Total, il vous dit j'y crois pas et de toute façon ça coûtera tellement cher que c'est pas exploitable, etc., etc. Donc quand on met l'ensemble des arguments, on n'est plus dans un débat pour ou contre. C'est pas une question d'être pour ou contre là. C'est de se dire effectivement il n'y a pas d'alternative. C'est une très bonne conclusion. C'est-à-dire de complexifier le problème et pas de le simplifier bêtement. Ce que je voudrais dire, c'est que votre livre est très intéressant, que les journalistes auraient intérêt à le lire parce que vous avez bossé, putain. Vraiment, bravo. Merci. Alors, Eric et Thomas, merci d'avoir été avec nous. Et nous accueillons notre terrien du samedi 20h. Ce soir, Myriam Rayem. Bonsoir. Alors, Myriam, en octobre dernier, votre fille de 18 mois était enlevée par son père pour l'accompagner chez les djihadistes d'Al-Qaïda en Syrie. Depuis, vous remuez ciel et terre pour l'arracher des mains des terroristes. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ?» Bon, qu'est-ce qui mobilise les Français en ce moment? C'est Sochi. Ouais. Bah oui, du pain et des jeux, de la tradi et du ski. Alors, j'ai fait l'effort, j'ai regardé quelques épreuves des jeux. Alors, il y a un truc sur lequel on ment pas, c'est vraiment des épreuves. Je veux dire, non, mais déjà, regarder un truc comme le combiné ski de fond, le slalom, c'est pas facile. Mais en plus, se taper l'interview du vainqueur après... Je suis super content, c'est le plus beau jour de ma vie, c'est trop une belle aventure. Attends, mon gars, une belle aventure, c'est de réussir à trouver un stage rémunéré. Ça, c'est une aventure. Alors forcément, les journalistes sportifs qui surenchérissent. Bon, les Jeux Olympiques, c'est quand même ce gros moment où tu aimerais savoir ce qui se passe dans la tête d'un journaliste sportif. Hein? Quand tu n'es pas assez doué pour l'action, bon, tu fais journaliste. Quand tu n'es pas assez doué pour faire journaliste, tu fais journaliste sportif. Non, mais ça va, vous avez évité de peu, mais... Maintenant, chose plus sérieuse, vous l'avez appris, Ukraine. Ouais. Après le printemps arabe, l'hiver slave. Attention, en Ukraine, le mouvement des frères orthodoxes peut arriver au pouvoir. Ouais. Non, je déconne, en Europe. Non, mais bon, sérieusement, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça mérite une analyse géopolitique. Alors, le vrai problème de l'Ukraine, ce sont ses voisins. Ce que je veux dire, ça n'a jamais été simple entre les Sildaves et les Bordures. Et puis entre nous, on s'en fout, parce qu'à part les Bogdanov, qui a une maison de vacances dans les faubourgs de Tchernobyl?
Moi, en tout cas, c'est vrai, c'est une tragédie, mais je comprends que ce conflit ne déchaîne pas plus les passions. On ne peut pas s'identifier. Enfin, ce sont des gens extrêmement suspects. Ils veulent rentrer dans l'Europe. Mais là, il y a des morts, et c'est vrai que c'est pas tout. Il y a pire. L'opposition souffre de quelque chose de beaucoup plus grave. Elle a reçu le soutien de BHL. Ah oui, quand BHL s'en mêle, on dirait un film de Blake Edwards. BHL, c'est l'inspecteur Clouseau des relations internationales. Sauf que Clouseau, en foutant le bordel, il arrivait quand même à faire dégager le méchant. C'est un peu la seule. Enfin bon, c'est la partie triste. Amour, parce qu'il faut aussi être un peu heureux, n'est-ce pas? Giroud, le footballeur qui s'est fait choper avec une escort girl. Enfin, est-ce qu'on peut parler de tromperie? Enfin, une escort girl et un footballeur, c'est pas de l'infidélité, c'est du babysitting. Et le mec qui se sent obligé de s'excuser. Ah, je demande pardon à mon équipe, ma famille, mon entraîneur, mes coéquipiers, les supporters d'Arsenal. Non mais Olivier, quand tu trompes ta femme, tu vas pas t'excuser auprès de ton pote, sauf si c'est la sienne. Hein. Type qui en rajoute une couche sur Twitter, je dois me battre pour ma famille, mon club, rien d'autre ne compte désormais. Arrête Olivier, t'as tiré un coup et tu fais des excuses comme si t'étais responsable de la victoire de Hollande au présidentiel. Non, c'est pas grave. Je vais te dire, Olivier, regarde-moi dans les yeux. Il faut que tu arrêtes de croire qu'une femme va te quitter parce que tu la trompes. Olive, si elle t'aime, elle peut même gérer les réserves de l'hôtel pour tes prochains 5 à 7. Enfin, si elle t'aime, elle veut ton bonheur, réfléchis. Tu crois pas que c'est plutôt à elle de s'excuser de sa possessivité maladive? Tu es maltraité, Olivier, mais tu ne t'en rends pas compte. Elle devrait être super rassurée, elle devrait se dire « Il me trompe avec une femme, ouf !» Voilà, c'est un mec... Enfin, c'est un mec... C'est pas un mec pour tous, quoi. En revanche, l'escorte, un peu con. Hein. Ouais. Ah bah vraiment, ouais. Elle a une drôle de manière de vouloir se faire un réseau, elle. Hein. Bonjour, tu veux coucher avec moi? C'est possible, c'est pas très cher, mais en revanche, je me rattrape sur les produits dérivés. Photos, souvenirs, cartes postales, vidéos... Moi, un mec comme ça, il me change des autres sportifs. Là, franchement, tu sais que le type là, on a parlé de lui, c'est Lavillenie qui établit un nouveau record, soit à la perche. Excusez, sport de blaireau, quoi. Enfin, franchement. Ah non, mais on en a soupé toute la semaine. Le mec, il a sauté 6,16 m. Alors, la question du journaliste, peut-il aller plus haut? Et lui, tout fier, ouais, je peux encore gagner 4 cm. 4 cm. Pauvre homme, quoi. Pauvre homme, hein. Pauvre homme. En soirée, il raconte quoi aux gens? Tiens, alors toi, c'est quoi ton talent? Bah, tu vois l'immeuble là-bas? Si tu me donnes une perche, j'arrive à atterrir dans le salon du 2e étage. Économie. Montebourg strikes back. Alors, c'est un peu, tu sais, le Chuck Norris fait de l'économie. Hein. C'est l'homme qui peut rallumer les fours de Florange avec une cigarette électronique. Alors, l'État vient de racheter une part dans Peugeot. Alors, il est super content. Il a déclaré « Je suis fier d'annoncer aux contribuables que désormais, ils sont aussi propriétaires de Peugeot. » Arnaud, moi, j'en ai pas envie, en fait. Hein. Tu m'aurais dit Ferrari, Apple, peut-être, mais là... S'il vous plaît. On dit que c'est bon. Depuis qu'elle a vu que ça fait péter le décolleté, ça passe, alors maintenant... Ça y est, quoi. Ah là là. Bravo. Politique, alors on a un nouveau Premier ministre, hein, vous ne l'avez même pas révélé, hein, c'est Pierre Gattaz, donc il porte un pins 1 million d'emplois. Bon, alors, vu le temps qu'a duré la folie du pins, tu comprends que dans la tête du mec, l'emploi c'est un truc démodé. Hein. Et c'est vrai qu'en ce moment, on vit une situation assez inédite. Hein. Jean-Marc Ayrault, il me fait de la peine. Il me fait de la peine. Jean-Marc Ayrault, c'est l'homme qui est licencié depuis 1 an, mais personne ne lui a dit encore. Pauvre vieux, tu sais, il vient au bureau, on dit mais sinon tout va bien. 3e âge. Alors on a finalement levé l'immunité de Dassault, mec qui a racheté ses voix pour se faire élire. Moi je vois pas ce qu'il y a de choquant là-dedans. Aujourd'hui, acheter des voix, c'est peut-être le seul moyen de faire vraiment monter le pouvoir d'achat des électeurs. Alors on parle de supprimer le régime des intermittents. D'ailleurs, je dois dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous filment des intermittents, moi je soutiens ce régime, c'est très important pour nous autres, les précaires. Quoi ? Non, moi, ça me permet quand même de payer une partie des impôts avec ça.
Bonne nouvelle. Alors, selon le FMI, les Grecs sont en train de sortir de la crise. C'est vrai. Alors, avec 28% de chômage, donc logiquement, on est en plein boom économique, nous. Alors, pas belle la vie. Alors, c'était Gaspard Proust. Je vous retrouverai ici la semaine prochaine. Et d'ici là, demain, à 15h sur Canal+, et sur canalplus.fr. Et on passe maintenant à notre terrien du samedi 20h. Myriam Rahim, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes née le 18 avril 1988 à Saint-Julien, en Genevois, en Haute-Savoie. Père, peintre en bâtiment, mère, assistante maternelle. Parents d'origine tunisienne, musulmans, pratiquants, mais les enfants font ce qu'ils veulent. Il n'y avait pas d'obligation à la maison. Non. Bref, un islam pas du tout radical. D'ailleurs, vous détestez l'expression islam radical. Vous dites personne ne doit nous dicter notre conduite, sauf le bon Dieu. Exactement. Dites pas Allah. C'est la même chose pour moi. C'est la même chose pour vous. Voilà. Oui. Alors, à 16 ans, vous entamez un BEP de secrétariat au lycée Jeanne d'Arc à Gex. À 18 ans, vous passez un bac pro au lycée Saint-Joseph à Lyon. 2 établissements catholiques qui vous permettent de lier des liens d'amitié. Oui, j'ai toujours été ouverte à plusieurs personnes de toute origine et de toute confession. Oui. Ouais. Et à 18 ans, à la sortie du lycée, vous rencontrez Hamza. Alors Hamza, c'est un gentil garçon qui est très bosseur. Oui. Le jour, il bosse dans la restauration rapide. La nuit, il bosse à Chronopost. Et le week-end, il bosse sur les marchés. Oui. C'est le bon numéro. C'était un homme très généreux et de très bon cœur, oui. Alors, sur le plan religieux, il est musulman pratiquant comme vous, c'est-à-dire sans excès, quoi. C'est pas... Modéré. Ouais, modéré, comme 99% des musulmans français, encore faut-il le répéter. À 19 ans, tous les deux, vous vous fiancez. Et 4 ans plus tard, en 2011, vous vous mariez. Exactement. 2 mois après votre mariage, alors que vous êtes enceinte, votre mari, Hamza, part avec son père en pèlerinage à la Mecque. Ça fait partie des 5 piliers de l'islam, exactement. Ouais. À son retour, il est changé. Il est rempli de sagesse. Hélas, son statut de Hajj, alors Hajj, c'est les gens qui ont fait le pèlerinage à la Mecque, attire vers lui des fondamentalistes, et parmi eux, les membres de Forsan Alizza, ce qui veut dire les cavaliers de la fierté, qui se définissent comme les soldats de la foi. Ils débattent ensemble de religion. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que le groupe Forsan Alizza a été interdit en 2012 par le ministère de l'Intérieur. Et lui, effectivement, Hamza, il est métamorphosé. Il passe son temps sur les forums religieux sur Internet. Il ne veut pas en parler avec vous. Exactement, c'est-à-dire il est de plus en plus isolé. Donc quand il est à la maison, c'est sur Internet. Et quand il sort, c'est pour débattre avec eux de ce qu'il a vu sur Internet. Et pourquoi il ne veut pas en parler avec vous? Parce qu'il savait que oui. j'étais contre. Alors, parallèlement et malheureusement, Hamza abandonne un à un ses emplois et surtout, il change de look. Il se laisse pousser la barbe, il porte un sarouel, enfin, ce qui est très bizarre quand on sait ce qu'il était quelque temps auparavant. Oui, il monte cette coupure. Oui. Le 15 avril 2012, lorsque votre fille Asia vient au monde, l'attitude de Hamza, votre mari, prend une tournure inquiétante. Il ne veut pas que votre fille Asia ait des peluches. Parce que c'est représentatif d'humain. C'est-à-dire, il y a des yeux, il y a un nez, il y a une bouche, enfin, tout ça. Il ne veut pas qu'elle écoute de la musique. Soi-disant interdit, soi-disant péché. Voilà. Et il ne veut pas qu'elle aille à l'école, surtout parce que c'est une école mixte. Et il vous dit que c'est interdit par le Coran, alors que ce n'est pas vrai. Non. La première chose que nous apprend le Coran, c'est l'instruction. Évidemment, il veut que vous portiez le voile. En fait, tout simplement, il voulait que je ressemble aux femmes des hommes qui côtoyaient. Oui. Alors voilà, les barbus essaient de réglementer toute votre vie de couple, apparemment, et votre vie de famille. Oui. Par l'intermédiaire d'Hamza. C'est infernal. Oui, ça devient invivable. Ouais. L'isolement, en fait. Ouais. Et vous refusez systématiquement ces injonctions? Je refuse qu'on m'impose quelque chose. Ouais. Voilà. Alors finalement, en juillet 2012, vous retournez chez vos parents. Oui.
avec votre bébé, Assia, sous le bras. Vous réorganisez rapidement votre vie. Vous trouvez un emploi. Vous êtes surveillante dans un collège. Et vous cherchez l'apaisement avec lui, puisque vous avez un enfant ensemble. Et ça se passe pas si mal, finalement. Il passe régulièrement à la maison. Il mange avec votre famille. De temps en temps, il prend Assia pour la journée. Oui, donc histoire d'avoir de l'intimité. Ouais. Moi qui ai connu l'amour d'un père, Ouais, je ne me permettrais pas Ouais. d'enlever cette relation entre père et fille. bien sûr. Il la ramène en fin de journée, en général, après avoir passé du temps avec elle. Oui, c'était rien d'inhabituel. Ouais. Ce statu quo va durer 1 an. Et le 14 octobre dernier, vous êtes au boulot, Hamza passe à l'improviste chez vos parents. Il leur explique qu'il souhaite aller faire des courses avec Assia. Vos parents, comme c'est courant, ils acceptent. Bien sûr. Donc il part avec elle. Oui. Et le soir, quand vous rentrez, Hamza n'a toujours pas ramené Assia, votre fille. Alors, vous imaginez un problème de voiture, vous l'appelez. Et là, en fait, il vous dit, je veux garder Assia pour fêter l'Aïd. Donc pour moi, bien évidemment, il y avait ce sentiment de colère, parce que rien n'était prévu. Ouais. Mais le lendemain, il vous appelle en vous disant qu'il part en vacances 2 ou 3 semaines et qu'il emmène Assia avec lui. Alors vous lui demandez où? Il ne veut pas me dire où. Non. Là, vous devenez folle. Chaos. Là, Le vous chaos. êtes une maman, c'est normal. Oui. Vous avez quand même déposé une plainte à la gendarmerie pour soustraction d'enfants, mais là, la loi impose un délai de 5 jours. Oui. Donc, Hamza a largement le temps de quitter la France avec Assia. Oui. Les jours suivants, vous essayez de l'appeler, mais il ne vous dit jamais où il se trouve. Hein. Il me dit comme quoi il est parti en vacances avec elle, où il ne veut pas me dire, arrête de paniquer, Ouais. toutes ces choses-là, mais en fait, il n'y a rien de concret, quoi. Ouais. Voilà. 5 jours après, Hamza est localisé en Turquie grâce à son téléphone portable. Alors, dans les semaines qui suivent, quand vous lui parlez, il vous demande de le rejoindre. Oui. Il n'a pas perdu cette idée de vous endoctriner aussi. Non. Et puis, au bout de 2 mois et demi, il vous annonce qu'il entre en Syrie pour rejoindre Al-Qaïda. Je m'effondre. Ouais. Je m'effondre. Et là, pour moi, j'arrive toujours pas à comprendre l'idée de rejoindre le front Al-Nosra avec sa fille. Oui. Il n'y a pas de sécurité, c'est un pays en guerre, la Ah oui. Syrie. Et les Syriens eux-mêmes fuient leur propre pays pour sécuriser justement Bien sûr. leurs enfants. Alors, là, il vous dit, c'est là-bas que les musulmans sont en sécurité. Oui. Alors, un soir, à la mi-janvier, vous recevez un appel sur votre portable. L'indicatif, c'est 00963, qui est l'indicatif de la Syrie. C'est Hamza. Oui. Il accepte de vous passer votre fille, Assia, et là, elle vous réclame. Lui il me dit, t'inquiète pas, elle est en sécurité. Et on sent qu'Assia prend le téléphone et maman. Et ça, c'est horrible. C'est horrible. Alors, vous dites à Hamza, tu vas tuer notre fille. Et il vous répond, je préfère qu'elle meure en martyr ici, donc en Syrie, plutôt qu'elle vive en France. Ma fille, elle est née en France, elle est française. Pour moi, sa sécurité, c'est ici, nulle part ailleurs. Donc quand on regarde les informations, ça fait très peur. Quand on regarde ses enfants, on ne sait pas, toutes les questions que je me pose au quotidien, c'est est-ce qu'elle mange? Ouais. Est-ce qu'elle boit? Est-ce que tout ce confort qu'elle avait, l'eau chaude, par exemple, le minimum vital, comme on dit. Et ces questions, on n'arrête pas de les ressasser dans sa tête et on ne vit pas tranquillement. Voilà. C'est terrible. C'est terrible. Ça fait 1 mois que vous avez 0 nouvelles, là. 0. Et puis, bon, partir en Syrie, vous partiriez. Mais où? Voilà. Je vais pas mentir. J'y pense tous les jours en tant que mère. C'est-à-dire de prendre ma fille, de le raisonner, de lui dire, voilà, ta fille, il faut la mettre en sécurité. Mais je n'ai pas l'occasion d'y aller parce que je ne sais pas où est-ce qu'elle se trouve. Où est-ce qu'elle se trouve, ma fille?
J'aimerais au moins, ne serait-ce que la voir, la serrer dans mes bras, ou voilà, des choses normales, quoi. Alors aujourd'hui, vous comptez sur qui? Sur Interpol? Bah, y a eu un mandat d'arrêt international. Ouais. Mais mon but principal, c'est surtout d'alerter son père. Dire, il faut absolument que tu la mettes en sécurité. Écoutez, on ne sait jamais. Regardez la caméra. Parlez à Hamza. Et si tu meurs, qu'est-ce qui va se passer pour Assia? J'ai besoin de ma fille et ma fille a besoin de moi. C'est moi qui l'ai portée, c'est moi qui l'ai allaitée. Et je ferai tout en mon pouvoir pour la mettre en sécurité. Elle est en sécurité. Voilà. Bien, on va mettre ça sur Internet. Il peut le voir. Il peut le voir, ça peut arriver. Ça peut arriver, oui. Merci de votre témoignage. Merci. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Léa Salamé, qu'on retrouve du lundi au vendredi sur iTélé. José Bové pour Hold Up à Bruxelles, aux éditions La Découverte. Dominique Besnéard pour Casino d'hiver, son excellente autobiographie. Merci Dominique. Thomas Dutronc à la Nouvelle Ève du 10 au 26 mars. Et puis le Soldat Rose 2 dans les bacs. Éric Brunet de RMC de BFM. Et Myriam Rayem, merci de votre témoignage. On vous souhaite le meilleur, franchement. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.